Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Village Startup ici au Village Baïséa. Vous le savez, comme chaque mois on se retrouve pour vous présenter des startups qui sont un peu notre coup de cœur. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Oui, nous allons parler cette semaine de plusieurs sujets qui vont vraiment vous intéresser, je crois. On va commencer tout d'abord par une application insolite pour enregistrer vos meilleurs souvenirs et évidemment les revivre lorsque vous en avez envie. On va découvrir également un coach pour déclarer ses crypto-monnaies. Si, comme François, vous avez des milliards de dollars en crypto-monnaies, J'en ai un peu moins depuis un moment. C'est vrai, tu en as un peu perdu, hein, oui, comme tout le monde. Il faut les déclarer au fisc et c'est pas forcément simple. C'est sûr. Enfin, on ira faire un tour en vaisseau spatial bas carbone, un ballon stratosphérique pour aller aux frontières de l'espace sans polluer. En plus, c'est formidable. Et tu sais quoi, notre coach Fabrice Marcella, maire du village, viendra nous parler justement de Space Tech. C'est une tendance en France qui est très intéressante avec énormément de startups qui se positionnent sur ce secteur. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce nouveau numéro donc, de Village Startup. On va donc commencer, François, par cette appli plutôt sympa qui est consacrée à ceux qui veulent garder un peu une trace de leur meilleur moment sur Terre. Oui, parce que toi qui commences à tout oublier. Ou dans l'espace. Exactement. Ou même dans l'espace. Et pour ça, on reçoit Charles Baron. Bonjour. Merci Bonjour Charles. Vous avez 6 minutes pour nous présenter Memorizer et c'est parti. Alors, expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Alors, si ça vous va, je vous propose de commencer plutôt par le pourquoi avant de regarder exactement le comment ça marche. Donc, on est deux associés d'une quarantaine d'années qui avons deux jeunes enfants, comme je vous le disais juste avant. Et en fait, on avait ce sentiment de plus en plus persistant que, un, la vie passe vite et que, deux, les souvenirs s'effacent de plus en plus vite. Typiquement, moi, ça m'arrivait de lire des livres, quelques semaines après, de commencer à oublier ce qu'il y avait dans le bouquin, et parfois un an plus tard, de ne plus savoir si je l'avais lu ou pas. Alors impossible de me souvenir du nom et du titre du livre. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle un peu? Ah oui. Oui, bien sûr, Jérôme, de temps en temps, m'oublie. Je ne sais plus qui je suis. Je suis obligé de me représenter. Donc peut-être que votre appli pourra servir à quelque chose. Exactement, donc on pourra regarder ça juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé du coup à se poser la question de ce problème-là qui nous touchait nous, à en parler autour de nous, et on s'est rendu compte, un, que ça touchait beaucoup de gens, et de deux, que ça touchait plein de choses du quotidien. Donc là, je vous ai parlé des livres, mais en fait, c'est vrai aussi pour les films, les séries, les endroits qu'on a envie de visiter. Oui, la musique. La musique, les bouteilles de vin. Moi, typiquement, j'adore le vin. Tout ce qui mérite un intérêt et qu'on n'a pas envie d'oublier, en fait. Et globalement, tout ce qu'on aime. Bon, le deuxième point, on le verra plus tard dans la façon dont l'application s'articule, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était la même chose, en fait, de vouloir se souvenir d'un truc à faire ou de vouloir se souvenir de quelque chose qu'on a déjà qu'on a fait et qu'on a aimé. Et que c'est simplement une entité qui va passer dans le temps et qui va se stocker sur une application comme Memorizer. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a creusé le sujet, on a trouvé des études, notamment aux US, qui nous rappellent qu'on oublie en moyenne 27 jours sur 30. Donc à peu près 90% de ce qu'on fait. Ah ouais. Voilà, donc c'est un processus en fait assez normal. Hein. C'est oui, c'est plutôt c'est normal parce qu'autrement on ne pourrait pas tout retenir. Exactement. Le cerveau fait le tri entre ce qui est important pour lui et ce qui n'est pas. De base, oui. Le problème, c'est qu'avec nos vies trépidantes et nos vies modernes, on est aspergé d'informations. Vous êtes bien placé pour le savoir. Les réseaux sociaux, les chaînes en continu, etc. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que le cerveau sature de plus en plus et que ce phénomène de mes souvenirs... Alors, parlez bien près du micro. Pardon. Dans le micro, Charles. Désolé. Et ce phénomène de mes souvenirs disparaissent davantage sont très dans l'air du temps. C'est pour ça que ça touche beaucoup de gens et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre sujet. Donc après, la façon dont on a abordé ce problème-là et comment est-ce qu'on traite, Thomas, donc mon associé et moi-même, ça fait 10 ans qu'on est dans la tech. Lui était l'un des premiers employés de Blablacar. Moi, j'ai monté une startup que vous avez peut-être vu passer qui s'appelait Stouti, qu'on a revendue à Cdiscount, qui était la première marketplace peer-to-peer de services. Et donc, on a un goût pour les applications consumer. Donc, on s'est dit qu'on allait créer la première appli consumer dédiée à ce problème-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir que les gens essayaient de le régler via quoi? Initialement, des cahiers. Je ne sais pas si vous notiez sur des cahiers. Après, il y a eu les post-it. Les photos, on prend plein de photos. Voilà, on prend plein de photos, on fait des screenshots. Il y a eu des apps de notes et des apps de to-do qui ont émergé, mais en fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un grand projet technologique qui est apparu pour régler ce problème-là. Donc, ça fait quelques années que les apps de notes un peu sympas sont sorties, et finalement, ce problème de la mémoire, il est assez peu traité, et c'est pour ça que nous, on s'intéresse à ce territoire de jeu, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a conçu? C'est une app mobile qu'on a itérée sur l'App Store et le Play Store depuis à peu près 12 à 18 mois, et qui commence à être mature aujourd'hui. C'est la super app pour tout retenir. Donc, c'est aussi bien retenir les choses qu'on veut faire que les choses qu'on a faites, et ça s'articule
un peu comme une application de notes, mais beaucoup plus moderne et qui en fait va utiliser les technologies disponibles, donc typiquement l'intelligence artificielle de reconnaissance de photos. Vous prenez en photo un livre, automatiquement je vais détecter que c'est un livre, je vais le ranger dans votre liste de livres. Ensuite, je vais faire passer un OCR, donc de lecture des textes, reconnaissance de texte. Je vais détecter le titre et l'auteur. Hop, je vais mettre pour vous le titre et l'auteur, qui fait qu'en fait, aussi bien quand vous allez vouloir lire ce livre ou vous en souvenir, vous allez avoir une information beaucoup plus enrichie et structurée que ce que vous avez sur vos apps de notes traditionnelles. Voilà, donc ça c'est la base de l'alimentation de notre application en data intéressante. Voilà, en data pour vous. Et après, en fait, on travaille. Si je vais trop vite, allez-y. Si vous voulez. Ah, c'est parfait. Écoutez, il vous reste 2 minutes. C'est nickel. Donc ensuite, on travaille. On a tout compris. Enfin, oui. Alors, on oubliera dans 2 minutes, mais c'est pas grave. Je vous enverrai un memory pour stocker l'information. Donc en fait, on travaille, si vous voulez, ce qu'on appelle le funnel du souvenir, les différentes étapes du souvenir. La première, c'est le stockage, c'est ce que je vous ai dit. Il y a plein de technologies pour permettre de stocker facilement. On en a plein d'autres dont je ne vais pas vous parler maintenant. La deuxième chose, c'est pouvoir se souvenir, revenir sur les choses et donc searcher, etc. Ouais, retrouver tout voilà, ça. Retrouver tout ça. Donc ça aussi, on a plein de choses qui permettent de le faire. Et la troisième, la plus importante pour la minute qui nous reste, c'est la partie sociale. Donc là, ce qui est intéressant aussi pour un projet comme le nôtre, c'est qu'on se rend compte que cette information aujourd'hui n'est pas très bien diffusée. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, les 10 livres préférés de François. Non. Voilà, enfin, ces 10 films préférés. Il ne lit plus depuis qu'il a 8 ans, donc ça va aller vite. Voilà, donc le problème, en fait, c'est que je pourrais partager ma liste, par exemple, exactement. de bouquins avec Jérôme. Exactement. Donc ce qui est très puissant, c'est que non seulement pour vous, vous allez avoir une information structurée de qualité. Donc si demain, une personne aux US découvre l'application, elle a tout de suite de la valeur. Mais en plus, cette valeur, après, va se diffuser et va construire potentiellement un projet avec beaucoup de potentiel en termes de valeur créée. D'accord. Charles, quel est le modèle économique de Memorizer en fait? Alors comme vous le savez bien, la privacy, la propriété de données, c'est un sujet de plus en plus important pour tout le monde et notamment pour nos utilisateurs. Donc l'idée pour nous, c'est on crée une app qui sera freemium et donc 5 à 10% des utilisateurs vont payer pour des features supplémentaires comme par exemple le hors connexion, pour toujours avoir accès à toute sa vie et à toute sa data. Et donc on n'a pas envie de commercialiser la donnée. C'est l'un des... donc pas de publicité. Donc pas de publicité. Peut-être des actions naturelles de type vous avez mis un livre, une intention, je veux lire ce livre. En un clic, vous allez pouvoir être dirigé vers un commerce local idéalement plutôt que vers Amazon si possible. Voilà, donc si vous voulez, il y a toute une plateforme qui va se créer autour de l'écosystème et de ce qu'on traite. Voilà, disponible sur Android, sur iPhone donc, exactement, sur tous les stores. Exactement. Ça s'appelle Memorizer. Memorizer, belle initiative, très originale, très sympa à tester. Parce que vous touchez du doigt, c'est vrai, une problématique aujourd'hui, le fait de se souvenir de choses importante. Merci beaucoup Charles Barraud et rappelons que vous êtes le cofondateur de Memorizer. Voilà, on arrive à nos 6 minutes. Jérôme, on se retrouve tout de suite avec notre deuxième start-up de ce mois. Et on va s'intéresser à une question qui concerne de plus en plus de monde aujourd'hui. Avant, ce n'était que quelques personnes qui s'intéressaient à ça. Mais aujourd'hui, vous faites peut-être partie de ceux qui avaient des crypto-monnaies, qui font des placements financiers en crypto. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça aujourd'hui. Ouais. Parfois des petites sommes, toutes simples. Enfin, exactement. Toutes bêtes. Mais après, quand on s'y prend, quand on se prend au jeu, on peut commencer à investir pas mal d'argent. Après, avec les risques, bien évidemment, qui sont inhérents à tout ça. Oui. À l'heure où on enregistre cet épisode, ça va pas trop pour les cryptos. Ouais, il y a eu quelques dégringolades. Mais la question aussi qu'on se pose, c'est quel rapport a-t-on avec le fisc et ces cryptos, Faut-il les déclarer? Comment ça se passe, etc. Alors, nous avons Pierre Morisot, fondateur de Waltio, avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et donc, vous allez nous présenter Waltio, justement, qui est là pour calculer et déclarer ses plus-values en crypto. Expliquez-nous un petit peu Waltio. Et on lance le chrono, vous avez 6 minutes. En fait, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que plus de 5 millions de Français détiennent des crypto-monnaies. Et là, à l'instant, il y a quelques heures, vient de sortir le dernier rapport de la Banque Centrale Européenne qui dit un foyer sur 10 en Europe détient des crypto-monnaies. Wow. Donc, ce qu'on voit, c'est que la condition sine qua non pour que les États acceptent les crypto-monnaies, c'est de mettre en place un régime fiscal qui requiert de suivre ces opérations, de les valoriser pour calculer les plus-values. Et donc, un NIFU, le rapport que fait normalement la banque ou son broker, ne fonctionne absolument pas pour calculer ces plus-values. Soit il faut s'arracher les cheveux, soit prendre un comptable ou un avocat fiscaliste qui va suivre toutes ces opérations, les retracer
pour calculer ses plus-values. C'est aussi un coût qui est D'accord. exorbitant et assez fastidieux. Donc Mais c'est nous, encore un peu le Far West, on va dire, Bah, dans ce domaine-là. la France a mis en place un régime fiscal il y a 3 ans qui est relativement clair. Mhm. Le mot actif numérique est donc rentré dans les textes de loi français. Donc on connaît maintenant les modalités de calcul, comment on calcule les plus-values, où est-ce qu'il y a une plus-value, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et évidemment, les dernières tendances type NFT, finances décentralisées, elles ne sont pas encore mises à jour. Mhm. Il faut encore un peu de temps, soit pour avoir de la jurisprudence, des décisions d'État, soit avoir un régime fiscal qui est spécifique. Mais les plus-values, c'est quand on revend et qu'on touche un bénéfice. C'est ça, exactement. Sauf que revente, ça veut dire dans le monde fiscal des cryptos à l'heure actuelle en France, revente, c'est échanger une crypto-monnaie contre une monnaie d'État, euro, dollar. Et donc, en fait, ça peut arriver quand même assez régulièrement. Et donc, nous, on s'est dit, mais c'est pas possible que les millions de Français qui en détiennent doivent passer par un intermédiaire, par un comptable qui va suivre toutes ces opérations. Donc, on a créé un logiciel qui se connecte sur les comptes. Nous, on a codé, donc on va récupérer toutes les informations de transaction. On a codé le droit fiscal. On va lire les transactions, les valoriser, calculer les plus-values et produire toutes les liasses fiscales. Automatiquement. Automatiquement, exactement. Et vous transmettez tout au fisc ou malgré tout, c'est l'utilisateur qui doit les transmettre, Non. ces informations? Alors c'est assez drôle. Nous, on ne transmet pas d'informations au fisc. Il y a 3 ans, nos utilisateurs disaient « j'espère que vous transmettez rien au fisc ». Et maintenant, les réflexions, c'est « J'espère Quoi, que vous vous allez êtes- bientôt le faire. quoi, vous n'êtes toujours pas connecté à l'administration fiscale, c'est pas Finalement, normal ». Qu'on n'ait plus besoin du tout de s'en occuper, en fait. Exactement, où on le fasse, et puis après, en quelques clics, les choses s'envoient, quoi. Ouais. Donc en fait, il faut effectivement d'abord saisir les coordonnées de toutes les plateformes, les instituts, les organismes bancaires auprès desquels on achète des cryptos. C'est exactement ça. Toutes Ouais. les organisations, donc les plateformes, les brokers, ces intermédiaires, soit où on achète des crypto-monnaies, soit qu'on utilise pour stocker de façon sécurisée ces crypto-monnaies, il faut rassembler toutes ces informations. Donc ça se fait via connexion API. Donc c'est un protocole une façon de travailler qui est assez utilisée est connue pour ceux qui ont des crypto-monnaies. Mhm. Et à partir de là, on va récupérer toutes les infos et donc tous les dépôts, les retraits, les transactions, les mouvements faits sur le portefeuille. Et c'est comme ça qu'on peut calculer la plus-value, un petit peu comme quand on fait la comptabilité d'une entreprise. Ça marche avec toutes les plateformes? Alors nous, on supporte plus de 120 plateformes à l'heure actuelle, Ce qui est pas mal quand ce même. qui est déjà pas mal, et ce qui est en fait de très loin les Oui, plus l'immense grosses et les majorité, principales. ouais. Exactement, les plus utilisées. Entre nous, Pierre, il y a beaucoup de gens qui déclarent justement les plus-values qu'ils font avec leur crypto, où il y a encore une zone un peu, j'allais dire, floue. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes d'échange sont autant régulées que les banques. C'est-à-dire les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies, elles ont l'obligation d'identifier leurs clients, c'est-à-dire le processus KYC, Know Your Customer, avec une demande de pièces d'identité, et donc derrière enregistre l'intégralité des transactions, des flux réalisés par chacun de leurs clients. Ouais. Donc les intermédiaires, plateformes d'échange centralisées, ont toutes ces informations. Donc à partir du moment où on donne sa pièce d'identité, c'est quand même pas très... Oui. Et qu'il y a quand un même une historique de trace. tous les mouvements, tous les flux financiers qui sont faits, évidemment, c'est assez facile On n'a d'obtenir pas intérêt à les infos. essayer de truander quand même. Non, je pense que de façon générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus claire. L'État a investi du temps pour mettre en place cette réglementation, donc derrière attend un certain retour sur investissement. Et 2, on voit que l'État est de mieux en mieux outillé pour suivre ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Qui est, Pierre, malgré tout, difficilement- votre solution qui est très évoluée s'adresse à qui? Elle ne va pas s'adresser aux petits porteurs, enfin aux petits, on va dire, possesseurs de crypto, non? Ouais, c'est vrai, j'ai 500 €, 1000 € en crypto. Est-ce que ça vaut le coup de ça vaut passer le par coup Waltio? Alors, si j'ai 500 €, 1000 € en crypto et que grosso modo j'ai gagné 50 €, pas vraiment. Le fisc ne risque pas de revenir. Il y a un intérêt économique dans le contrôle fiscal. Bien sûr. Ils ne vont pas s'embêter pour aller chercher 50 € de plus-value. Je ne dis pas de ne pas déclarer. Mais par contre, si j'ai investi 500 €, 1000 € il y a quelques années et que maintenant ça représente 10 000 €, en effet, là, nous on a des offres qui commencent à 55 €. Donc dès le début, il y a des offres qui sont relativement accessibles où on peut utiliser l'outil et rapidement calculer ses plus-values et avoir ses liasses fiscales remplies. C'est un outil qui s'utilise uniquement au moment de la déclaration d'impôt? Tout à fait, ouais. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir un suivi toute l'année. Non, mais on a de plus en plus d'utilisateurs qui veulent suivre leur portefeuille pour piloter un peu leurs investissements, leurs comptes, leur activité, et donc comprendre comment il évolue, combien est-ce que presque on commence à anticiper l'impôt dû l'an prochain. Et quel type de facturation vous proposez en fait? Comment ça fonctionne? Vous prenez un pourcentage de la somme? Comment ça marche? C'est en fonction du nombre de transactions réalisées. D'accord. Et donc c'est une grille tarifaire qui va de 55 € à 800 € par an. Tout compris.
Exactement. Tout. 800 Et euros, pour- c'est quand on avait Oui, 10 ça- bitcoins et que Aujourd'hui, avant que ça s'écroule. ouais. Voilà, exactement. Ou plus. Sachant que ça dépend. Ça s'écroule Ou plus, par rapport à il y a quelques mois, Oui, par bien rapport sûr, à il y mais a quelques années, ça c'est a encore fait un- plutôt des Bien sûr. fois. Oui, c'est clair. Et en tout cas, merci pour ces explications. Ça s'appelle Waltio, donc Pierre Morisot, vous en êtes le fondateur. Merci d'être Merci passé beaucoup. par le plateau de Village Startup. Jérôme, troisième startup maintenant. On va partir dans l'espace. Yes. Allez, on y va. François, je ne sais pas si c'est l'effet Elon Musk, l'effet Jeff Bezos, mais on parle de plus en plus de l'espace et de la perspective de faire des voyages dans l'espace. L'effet Thomas Pesquet aussi. Et l'effet Jérôme. Thomas Pesquet. Pourquoi aussi. citer tout le temps des Américains? Non, mais parce que nous avons des stars de Parce que l'espace les en autres viennent France. du monde numérique, ce qui n'est pas le cas de Thomas Pesquet, avec toute C'est vrai. l'admiration que j'ai C'est néanmoins vrai. pour Thomas Pesquet. Bref, on va parler de voyage spatial bas carbone. Bas carbone, avec notre invité, Vincent Faré-Dastiès, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Vincent. Et Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur Bonsoir, donc bonjour, Jérôme. de Zefalto. 6 minutes pour nous présenter en fait votre voyage spatial bas carbone. Alors, expliquez-nous ce qu'est Zefalto. Alors Zefalto en 6 minutes, c'est un vol qui va durer 6 heures exactement, donc ça va changer un petit peu notre rapport au temps et à Ouais. l'espace. Zefalto, c'est du voyage spatial, du voyage vers l'espace bas carbone en ballon stratosphérique. C'est-à-dire qu'on va s'élever doucement vers 25 000 mètres d'altitude. Les avions sont à 10 000 mètres. Donc, on décolle un peu comme une montgolfière, c'est ça? Voilà, Voilà. Top, Tout top, en top. douceur. tout en douceur exactement. On C'est une monte, expérience on monte. très contemplative, très douce. D'accord. Doucement, on s'élève jusqu'à 25 000 mètres. Donc les avions de ligne sont à 10 000 mètres à peu près. Ah oui, d'accord. Donc, on va beaucoup plus Donc on va haut. haut, oui, on va haut. Waouh. Et à 25 000 mètres, on est dans le noir de l'espace. On voit la courbure de la Terre et on a plus de 1400 km de panorama en dessous. C'est pour qu'on situe, la station spatiale est à quelle altitude? Alors, la station spatiale est encore plus haute, elle va Elle est être à plus. 400 km. D'accord. Elle va être en orbite. Donc là, on est à 25 km, Voilà. puisque 25 000 mètres, voilà, Mhm. 25 Bravo. km. Ce qui est déjà Bien. pas mal, cela dit. Comme vous le disiez, c'est le double de l'altitude d'un avion de ligne, finalement, Ouais. qui est en général à 10 000 mètres, c'est ça? 10, Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, c'est une altitude où l'air va être à peu près 40 fois plus léger, plus pur. D'accord. Voilà. Et alors, ça décolle, bien évidemment. J'imagine que les conditions atmosphériques ne sont pas forcément favorables à la vie humaine. À 25 km d'altitude, il fait quel degré, quelle température? Et est-ce qu'on peut respirer? Alors, il fait à peu près moins 50 degrés. Ah Donc, oui. Soit on prend sa petite laine, Oui. soit on prend une capsule Un pressurisée. cheval. C'est ce qu'on fait. Donc, on a des technos qui sont typiques de l'aéronautique. C'est moins 50 degrés. En fait, il fait un tout petit peu plus chaud à 25 000 mètres qu'à 10 000 mètres. Ah oui, Ah, c'est Voilà. amusant. tiens, D'accord. Étonnant, hein. Ouais. c'est fou En ça. fait, les températures remontent en allant vers le haut. Après, elles D'accord. redescendent, mais voilà. Ok. Mais alors Vincent, les ballons stratosphériques, ça existe déjà, mais jusqu'à présent, ce n'était pas utilisé pour emmener des gens dans l'espace? Voilà, il y a beaucoup d'applications scientifiques. C'est-à-dire que voilà, on va emmener des La télescopes. météo, notamment. La Oui, météo, beaucoup notamment. d'observations météo, beaucoup d'observations atmosphériques, observations terrestres aussi. Et on emmène des télescopes à ces altitudes. Et là, la nouveauté, c'est que donc, d'une part, on va emmener une capsule pressurisée avec des passagers, des voyageurs à l'intérieur. Et actuellement, ce qui se fait, c'est qu'un ballon monte d'un coup à 25 000 mètres. Et après, la charge utile, le télescope, va redescendre sous parachute. Nous, on va redescendre avec le ballon. Comme ça, c'est Il faut mieux. voilà. Ouais. En fait, on pourrait envisager qu'il y ait un parachute Ouais. de sécurité. Et d'ailleurs, il y a un parachute de sécurité en plus pour les passagers, pour la capsule. Mais en fait, nous, on préfère redescendre tout doucement pour conserver cette expérience la plus douce, la plus contemplative possible. D'accord. Voilà, tout en douceur jusqu'au sol. Alors, racontez-nous ce voyage. Ouais, On alors. décolle. Ça dure 6 heures, vous m'avez dit. Voilà. On part quand et combien ça coûte? Au bout de combien d'heures j'arrive à l'altitude nominale, on va dire, de 25 km? Alors, on met à peu près 1h30 pour monter. D'accord. Donc, ça se fait relativement vite. On a le temps de voir défiler le paysage, de voir changer la perspective. Et là, on reste ensuite 2 ou 3 heures là-haut et on redescend tout doucement en 1h30 également. Et donc, vous disiez qu'on voit, en fait, évidemment, la rotondité de la Terre, Voilà. à cette altitude-là. Et donc, on peut voir, on voit quoi, par exemple? Un continent, une partie d'un pays, par exemple? On va voir une partie d'un pays, mais surtout, ce qu'on va voir, c'est le halo bleuté de la Terre. Ah oui. Voilà, on est très nettement au-dessus de l'atmosphère D'accord. et on voit du coup les paysages dans cette lueur bleutée. On voit l'atmosphère en dessous de nous. Donc, il y a Encore une- faut-il qu'il n'y ait pas de nuages. Alors,
Ah si, parce qu'on les voit, on est au-dessus. Ah oui, Et on d'accord. voit quand même les nuages font partie de cette couche bleutée, ils sont en dessous. Donc de toute façon, quel que soit le temps, on a cette vue, on est en plein soleil. On partira aussi beaucoup de nuit pour voir un petit peu le lever de soleil de là-haut. La capsule, on l'aperçoit, là, on l'a vu à l'image. Elle peut contenir combien de personnes? Elle contient 6 passagers, 6 voyageurs et 2 pilotes. Et il faut quand même des pilotes à bord pour Ouais. surveiller le processus, etc. Le décollage et l'atterrissage Ouais. aussi beaucoup. Alors Vincent, ça fait rêver bien évidemment. Où en êtes-vous de ce projet aujourd'hui? Alors là, on commence la phase d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on a des fournisseurs, des gens qui vont commencer à construire des parties du ballon pour le vol, les premiers vols commerciaux qui seront fin 2024. Donc dans 2 ans et demi, on refait ce plateau à 25 000 mètres, tout simplement. Ah bah, avec Ça, c'est plaisir, on est partant. Hein. Voilà, c'est parti. Il Donc, faudrait une préparation physique spéciale. Alors, rien du tout. Si vous pouvez monter Tant mieux. en avion de ligne, si vous voulez monter en famille avec votre nouveau-né, parce que voilà, vous n'êtes papa bien sûr, Oui. ou avec vos parents, tout est possible. Tout le monde peut monter à bord. Il n'y a pas de limite physique. Alors Vincent, on voit que le frein à tout ça, à cette exploration spatiale, c'est le prix du ticket. Hein. On le voit tout à l'heure, Jérôme citait Elon Et Musk. puis les conséquences ou Jeff environnementales Bezos. aussi, qui sont parfois de cramer beaucoup de... Alors, Ouais, juste avant le voilà. modèle économique, combien coûterait, est-ce que vous avez déjà imaginé le coût d'un ticket pour que Jérôme et moi, on puisse monter sur votre ballon? Alors, très, très clairement, c'est 120 000 euros pour Jérôme D'accord. et pour toi. ça C'est-à-dire va être 120 000 chacun? Ça va, eh oui, ça va être Eh oui. 120 000 euros chacun. Bien, je pensais qu'on Tu allait m'invites avoir une promo, mais même pas. D'accord. Ouais. Donc, ah oui, ça reste encore En quelque fait, chose d'assez ouais. luxueux. c'est-à-dire qu'il y a On va le peut-être coût du attendre le prochain développement. tour. Il y a le, il y a le coût du développement déjà, parce que ce sont Ouais, de bien nouvelles sûr. technologies qu'on développe et c'est un coût. Ensuite, c'est vraiment une expérience extrêmement raffinée qu'on propose. On a un architecte de renom qui est en train de dessiner l'intérieur de la nacelle. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se mettent en place qui vont faire vraiment une expérience exceptionnelle. Il y a ça. Et c'est en fait un parallèle avec le début de l'aviation, il y a un siècle, l'aviation commerciale. Les premiers, c'est vrai, ont eu des tickets qui étaient assez onéreux, mais ils ont permis aux suivants Bien sûr. d'y aller. Et Faut nous, que- on est d'autant plus content de faire ça, puisque les suivants, par rapport à l'aviation d'aujourd'hui, les suivants, ça va être un impact carbone diminué. C'est-à-dire que le vol en lui-même, c'est négligeable comme impact par rapport aux vols qui peuvent se passer outre-Atlantique ou avec d'autres acteurs de l'espace. Alors, Voilà. on se donne rendez-vous fin Super. 2024, Vincent. Merci Voilà. beaucoup. À très bientôt. Merci. Il faut dire bon vent. Je ne sais pas si c'est une bonne expression. Il faut En peut-être tout cas, pas elle est bien trop beaucoup- trouvée. Bon air. Pas trop de vent dans ce bon air. on Bonnes va dire. étoiles. Voilà, Bonnes étoiles. Merci beaucoup. Merci Et ça beaucoup. s'appelle Au revoir. Zefalto. Jérôme, on est dans l'espace, on y reste Allez, avec plaisir, avec Fabrice Marcella. Exactement, Fabrice Marcella qui vient nous parler de Space Tech. On appelle ça Space Tech ou New Space également. Ce sont toutes ces startups qui se lancent à la conquête de l'espace, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus réservé aux grandes agences gouvernementales. Hein, François. Et en plus, on a un vrai talent dans ce domaine, nous, ici en France. Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour à vous Salut deux. Fabrice. Le maire du village Baïséa. C'est vrai, hein, la Space Tech, c'est un sujet qui prend de l'ampleur avec de plus en plus de startups qui s'intéressent à ce secteur. Alors c'est un domaine en très forte croissance. Alors vous m'avez volé mon intro parce que je voulais définir ce qu'était la Space Tech. Mais Bon, bravo. Vas-y, Non, non, recommence. mais ça y est, On- vous venez de le faire tous les deux, mais effectivement, c'est toutes ces startups du spatial. En tout cas, si vous pensiez tous les deux qu'il existait encore des secteurs qui avaient leur équilibre, qui étaient préservés, des startups qui allaient remettre en cause cet équilibre, c'est raté. D'ailleurs, preuve en est, la startup précédente qui est passée juste avant moi. Exactement, Voilà. Et puis- Zefalto. Voilà, donc c'est un secteur qui est extrêmement dynamique et le secteur du spatial voit apparaître un grand nombre de startups. Alors, les grandes agences, comme les sociétés privées, sont bouleversées par l'émergence de nouveaux acteurs du New Space. Pas que des startups d'ailleurs, mais on reviendra sur les startups, mais aussi par tous les acteurs, certains acteurs des GAFA, dits des GAFA, notamment Amazon. On voit aussi Elon Musk qui arrive sur ce sujet-là. Donc on voit des acteurs. Sony, enfin qui n'est pas un GAFA, mais qui est une Il y a Sony grosse aussi. boîte, Voilà, je ne de savais tech. pas que Sony était également Qui a sur lancé ce un satellite sujet-là. qu'on avait vu au CES de Las Vegas. Ouais. Voilà, donc on voit que c'est un secteur qui est en pleine restructuration ou déstructuration, selon le point de vue. Et on voit donc bien sûr l'émergence d'un grand nombre de startups qui inventent finalement de nouveaux modèles, des modèles dits low cost, en tout cas en termes d'infrastructure. Pour faire quoi? Pour pouvoir utiliser la data que fournissent ces satellites ou ces nanosatellites, réexploiter ces data et proposer des services ultra personnalisés à des entreprises qui ont besoin d'exploiter ces données, et notamment des données en temps réel. Alors, on assiste à une privatisation de l'accès à l'espace, notamment grâce à quoi?
grâce à l'innovation de nouveau. D'une part parce que les nouveaux systèmes de production font appel également à l'impression 3D, donc qui permet de réduire les coûts et de ne pas forcément avoir besoin d'usines comme précédemment. Deux, c'est aussi des nouveaux carburants qui permettent la réutilisation des lanceurs, et de fait, on fait des économies sur les lanceurs qui classiquement étaient perdus. Tout à fait. Et C'est la spécialité d'Elon Musk. C'est la spécialité d'Elon Musk, qui permet de baisser drastiquement, en tout cas, le coût des lancements. Je crois qu'on passe à 15 000 $ le kilo de satellites envoyés à orbite basse. Donc c'est vraiment des... Oui, alors qu'avant, ça coûtait quelques millions. Voilà. Ça a cassé le marché. Ouais. Et dernier élément aussi extrêmement important qui vient bouleverser un peu le marché, c'est la miniaturisation des satellites. On parle de nanosatellites qui coûtent quelques dizaines de milliers d'euros. Si on fait une opération de crowdfunding tous les trois, peut-être qu'on arrivera à s'en acheter un. Mais certainement. Si vous voulez lancer une boîte Allez, ensemble. chiche, on se crée On y va. Satellite. Ouais. Un Oui, nanosatellite. Parce qu'en fait, on est à l'image, ça fait la taille de quoi, d'un petit frigo, quoi, d'une cuisine. C'est ça, d'un Il y en a petit un frigo. plus petit qui ressemble à des valises. Ça peut aller de 1 à 10 kilos pour les nanos. Après, il y a les mini, les micros. Effectivement, ça peut aller jusqu'à 500 kilos. Un satellite traditionnel donc, de télécommunication, c'est, je m'étais noté, voilà, c'est 5 tonnes. Ça peut aller jusqu'à 5 tonnes. Donc, on voit la différence. Donc, c'est pas tout à fait, on ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Donc, en fait, on assiste finalement à une constellation de centaines de nanosatellites à orbite basse et qui est un peu la ruée vers l'or des startups. En fait, elles cherchent toutes finalement à exploiter ces données pour définir des services ultra personnalisés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par service ultra personnalisé? Et à qui ça sert en fait? On est très dans le monde B2B. Tous les secteurs sont intéressés par ces données-là. L'agriculture, par exemple, l'agriculture de précision qui permet d'anticiper des états de sécheresse ou le rendement des récoltes. C'est aussi tous les sujets liés à la météo, l'optimisation des prévisions météorologiques. J'avais noté l'exemple d'une startup qui s'appelle la startup Descartes, qui est dans le monde de l'assurance, mais qui, grâce à ces données satellites, peut modéliser l'évolution des risques climatiques et donc adapter en fonction des régions, les primes, tout à fait. Ensuite, on a d'autres startups, par exemple, qui permettent de mesurer, c'est la startup Keros, qui permet de mesurer en temps réel le niveau de CO2, le niveau de méthane ou autre gaz. Donc tout ça, depuis le satellite, on peut analyser des données sur la Terre. Mais après, il y a plein de... Enfin, les applications sont infinies, j'allais dire quasiment comme l'espace. Gestion du trafic routier, vitesse de déforestation, taux de remplissage des parkings. Enfin, la seule limite à tout ça, finalement, c'est les problèmes rencontrés par les entreprises et qui ont besoin de trouver des solutions pour pouvoir y répondre. Alors, signe de la percée... très intéressante, je te coupe, c'est Unseen Lab. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette start-up qui détecte en fait les mouvements des bateaux, les mouvements suspects de certains bateaux de pêche qui en fait désactivent toutes leurs balises pour faire de la pêche en fait interdite. Ah oui. Et c'est assez intéressant. Il y a même des satellites qui sont dédiés à ça. Mais vous voyez, François, ce qui fait la force en fait d'une start-up là, c'est de pouvoir exploiter cette donnée et grâce à l'intelligence artificielle, justement, identifier des comportements anormaux, quel que soit le secteur, et ce secteur-là en particulier. En tout cas, signe de la percée de la French Tech ou la French Space Tech. Notez qu'entre début 2018 fin 2020, ce sont près de 162 millions d'euros 260 millions d'euros qui ont été levés par ces startups. Ça, ce sont les chiffres du CNES. Et qu'il y a une accélération actuellement dans ce qu'on appelle le French Tech 120. Vous savez, ce fameux label qui regroupe les 120 startups prometteuses. Les 120 pépites, on va dire. Les 120 pépites. Sur la promotion 2022, nous avons 2 startups qui, à elles seules, cumulent près de 242 millions d'euros. L'une d'entre elles, je trouvais intéressante de la partager avec vous, c'est Kineis. En fait, c'est un projet de constellation de nanosatellites destiné à fournir des services d'Internet des objets par satellite, donc qui vient remettre finalement en cause peut-être ou en compétition le réseau LoRa et Sigfox. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les startups de la Space Tech, dont les solutions... Le problème, c'est que c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire, surtout pour un Français, qui repose sur... Donc les startups de la Space Tech, dont l'activité repose sur l'exploitation des données, ce sont celles qui se portent le mieux. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de données aujourd'hui disponibles. Il y a un marché, il y a l'intelligence artificielle, il y a de l'investissement, il y a des marchés. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, ce sujet vous aura donné peut-être envie, peut-être, pourquoi pas, de faire un voyage dans l'espace. Est-ce que vous savez combien coûte un voyage aujourd'hui dans l'espace ? Alors, on vient de nous en proposer un. En dehors des ballons. Moins cher, on est preneur. Est-ce que vous avez demandé à l'entrepreneur s'il l'avait testé déjà son voyage ? Non, je pense qu'il n'a pas encore testé. Voilà, c'est la question à poser. Mais c'est vrai que ça coûte encore très cher. Ça coûte encore très cher, oui. Ça reste un moment privilégié. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Merci, Fabrice. On nous a annoncé quand même 120 000 euros par personne. Là, voilà, il faut compter le double avec Jeff Bezos, enfin pas Jeff Bezos, avec Blue Origin, c'est le double. Et puis on peut aller jusqu'à 5 millions
millions de dollars quand même, 50 Ouais. millions de dollars, pardon, avec... Avec 3 repas. compris. voilà, c'est ça, et plusieurs jours. Ça, c'est pour les premières classes, mais en first, Voilà, ça dépend où exactement. on est. Il y aura Sachez plus- lyophilisé. Bientôt, il y aura En plus. plusieurs classes. Mais Il bien y sûr. aura C'est ça. La Ça, first, c'est- la business. Et C'est l'écho, ça. où tu Et seras l'écho complètement du- coincé. Super, Merci génial. Fabrice. Merci à vous deux. Voilà, ce village startup est terminé. Évidemment, on a pris beaucoup de plaisir à passer cette petite demi-heure ensemble et on se retrouve le mois prochain, On se Jérôme. retrouve le mois prochain, j'espère bien, avec d'autres startups, des petites pépites comme ça, françaises, qu'on va détecter pour vous et qu'on se fait un plaisir de vous présenter, de vous faire découvrir. À très vite. Salut à tous.